Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Fatih, CEO de la croissance, pour la croissance B2B, ça c'est le nom de son entreprise, et aujourd'hui on va parler de Demand Gen. Comment vas-tu déjà, Fatih, en ce doux réveil matinal pour toi? Exact. Je suis pas le plus matinal, mais ça va très bien et merci pour ton invitation et je suis content de faire découvrir la Demand Gen à ton audience et d'en parler plus précisément durant cet épisode. Trop cool. Effectivement, la Demand Gen, c'est vraiment une notion, moi en tout cas personnellement, que je ne connaissais pas. Ça se trouve que les gens justement qui écoutent ne connaissent pas non plus. Avant d'entamer directement le sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous expliquer ce que tu as fait, ce que tu fais, quel est ton parcours? Yes, carrément. J'aime bien dire que je suis une anomalie du marketing. Tout ça parce que à la base, il y a rien qui me prédestinait à travailler dedans. J'avais ni plus d'intérêt que ça dans ce domaine-là, ni le bagage. Voilà, je sortais d'une école où j'ai fait une formation en finance de marché. J'ai travaillé en banque d'affaires. J'ai été notamment dans les salles de marché à travailler avec des traders, des quants, des sales, etc. Donc très loin de l'univers du marketing digital dans lequel j'opère aujourd'hui. Ce qui m'a mis un pied en fait dans ce domaine-là, finalement en fait c'est l'entrepreneuriat. J'ai décidé après une courte carrière en banque d'affaires de revenir en France, puisqu'à la base j'étais à Londres, de revenir en France et de lancer ma boîte. Et tu le sais Alexis, quand on est entrepreneur au départ, on est un petit peu touche à tout. On apprend plein de choses sur le tas. C'est ça qui fait le truc magique de l'entrepreneuriat. Voilà, on est confronté à plein de challenges et je m'occupais notamment du marketing. C'est comme ça que j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai vu beaucoup de parallèles dans ce que j'aimais en fait dans le côté finance de marché, trading, etc. Je voyais beaucoup de parallèles à voir ça comme un système avec plein de variables où il y avait beaucoup d'humains, beaucoup de psychologie, de la data. Donc ça m'a plutôt plu. Il y avait une certaine complexité intellectuelle qui me plaisait. Et donc j'ai fait ça, je me suis baigné dedans, j'ai fait ça pour ma boîte pendant 2-3 ans qui était Achille. Ensuite, j'ai rebondi avec un poste de CMO pour une autre startup où j'ai fait ça un peu plus d'1 an et maintenant j'enchaîne des missions en tant que freelance sur le marketing B2B et notamment avec une vision de Demand Gen et en parallèle, j'ai un bootcamp sur ce sujet-là. Trop cool. Donc ouais, une belle reconversion, pas du tout prédestinée à ça, et ça qui est trop cool. C'est aujourd'hui on peut vraiment changer et se dire ok j'ai envie de tester ça, j'y vais à fond et tout, et il y a vraiment aucune barrière. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est que la Demand Gen, parce que vraiment moi je ne connaissais pas du tout. Ouais, carrément. La Demand Gen, en fait, c'est un courant marketing qui est né de l'autre côté de l'Atlantique, côté plutôt US. Comme la plupart d'ailleurs des courants marketing, hein, ils sont toujours un petit peu en avance des tendances sur ces sujets-là. Et le constat, c'est que la lead gen aujourd'hui s'est essoufflée. Les gens en ont marre de se faire alpaguer, que ce soit par email, que ce soit par téléphone, et malgré que ce soit fait après le téléchargement d'un livre blanc, ou après l'inscription d'un événement, en fait, les gens en ont marre de ce côté nurturing qui, dans la tête des prospects, sonne plus comme du spamming. Donc, il y a un essoufflement des résultats, de l'écho, de la résonance avec le marché. Il y a un désalignement et les gens le remarquent, mais surtout les marketeurs le voient. Et donc, du coup, il y a eu une pensée, un courant de se dire comment on referait un marketing si on partait d'une feuille blanche, comment
on ferait un marketing qui soit plus aligné avec les attentes des acheteurs et qui donne à la fin, c'est ce qu'on veut aussi, plus de résultats. Et donc ça a donné un courant demand generation. Pour expliquer en deux phrases, pour installer la demand gen versus les autres formes de marketing, c'est que il faut comprendre la distinction entre un marketing qui influence le revenu et un marketing qui source le revenu. La grosse différence, elle est là. C'est clairement deux dynamiques différentes. Le marketing qui influence le revenu, c'est le marketing qu'on a connu, nous, les marketeurs ou entrepreneurs ou prospects aujourd'hui jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, c'est un marketing qui est cantonné en fait à générer des leads, des MQL ou des leads ou des prospects pour l'équipe commerciale. Donc c'est générer des contacts pour derrière passer la balle aux équipes commerciales qui eux derrière se chargent de vous relancer par email ou de vous relancer par téléphone. Donc ça, on parle d'un marketing qui influence puisque la balle en fait est passée au commercial et c'est le commercial qui est le finisseur de cette dynamique là versus le marketing qui source le revenu. C'est un marketing qui se passe de l'équipe commerciale. C'est un marketing qui va générer la dynamique d'acquisition de A à Z, et donc il n'y a pas de passage de bâton à l'équipe commerciale comme ça peut être avec les autres formes de marketing. Donc là, je parle de l'inbound, je parle de l'outbound bien évidemment, je parle du growth, je parle de l'ABM. Toutes ces formes-là étaient plutôt sur un marketing qui était un marketing d'influence de revenus, alors que la Dimension va se positionner comme un marketing qui source le revenu. Donc c'est un marketing qui va beaucoup plus valoriser et amplifier la position du marketeur, mais c'est pas fait juste pour son ego, c'est fait parce qu'aujourd'hui ça s'aligne beaucoup plus avec la façon dont les acheteurs achètent, qui est le postulat de dire qu'un prospect n'a juste tout bonnement pas envie de parler avec un commercial tant qu'il n'a pas explicitement demandé. Donc ça sert à rien d'essayer de mettre un commercial dès que possible devant les yeux d'un prospect, puisque c'est tout bonnement la dernière chose qu'il a envie d'avoir. Ouais, ça, ouais, effectivement, je le vois pas mal, c'est assez intéressant. C'est comment tu te places, du coup, un peu dans les bottes de l'acheteur d'aujourd'hui. L'acheteur d'avant, effectivement, il a peut-être besoin de ce commercial, d'être rassuré, etc. Aujourd'hui, quand tu es acheteur, mais en tout cas, même moi, à titre perso, je vais regarder des outils, j'ai envie de les tester solo, j'ai envie de regarder ça de mon côté, faire mon petit benchmark et prendre ma décision. Effectivement, je peux avoir peut-être des séquences ou de l'information qui m'est poussée, mais j'ai pas forcément envie de voir un commercial prendre 30 minutes pour qu'on me présente un truc que j'ai pu découvrir en 5-10 minutes en regardant les fonctionnalités qui m'intéressent. Donc, en vrai, je trouve ça ultra intéressant. Exactement. Et en fait, de façon un peu plus, on va dire, détaillée, les gens parlent, les marketeurs parlent d'un phénomène de dark social. Donc le dark social, c'est exactement ce phénomène-là. C'est ce phénomène où nous, en tant que prospects, en fait, on passe du temps de façon naturelle dans des canaux. Et ces canaux, c'est les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Ça va être les plateformes de contenu, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Ça va être les événements du style online, les lives, les webinaires, les ateliers, les visios, ou offline, les after-work, les meet-up, les ateliers, etc. Donc ça, c'est tous les canaux aujourd'hui, tous les lieux où on passe naturellement du temps et où on découvre de façon passive de nouveaux services et de nouveaux produits. Donc il y a ce phénomène de découvrabilité que tu as de produits et de services, alors que tu es pas forcément en train de rechercher un produit ou un service en particulier. Quand tu es sur LinkedIn, t'es pas en train de rechercher, tu te dis pas il faut que j'achète un CRM quand tu es sur LinkedIn ou quand tu es sur YouTube. Pour autant, ça t'empêche pas de découvrir de nouveaux produits et de nouveaux services.
Et donc du coup, on a pris ce pli de découvrir de façon autonome et passive, et on a pris le pli aussi de faire notre veille de notre côté en toute autonomie. Donc comme tu dis, c'est aller chercher de l'information sur le net tranquillement, avec des vidéos, des démos qui sont mises à disposition sous forme de vidéos. Ça va être des articles qui traitent du sujet, etc. Donc on a aujourd'hui toute l'information. Du moins, c'est notre billet d'aujourd'hui, c'est notre façon de fonctionner aujourd'hui, c'est qu'on veut avoir toutes les informations de notre côté et pas devoir avoir cette contrainte de se dire il faut absolument que je sois en face d'un commercial pour avoir ces informations. Il y a des boîtes qui jouent encore ce jeu-là, par exemple, elles donnent pas le pricing de leurs produits ou par exemple, elles mettent pas de vidéo sur leur site web qui donne les grandes lignes de leur logiciel ou de leur service. Et ça, c'est des boîtes qui seront perdantes aujourd'hui, mais demain sûr, parce qu'elles jouent ce fameux chantage de si tu veux avoir ces infos-là, viens en meeting. Et ce truc-là est complètement mort et dépassé comme attitude. Et les gens veulent avoir tout à disposition pour ensuite arriver en meeting et avoir déjà presque pris leur décision. En fait, il y a une statistique de Gartner, je crois, mais il y a plusieurs établissements comme ça d'études de marché et de stratégie marketing qui ont établi que un prospect qui prend rendez-vous avec une équipe commerciale, il a déjà réalisé 80% de son parcours d'achat. Donc en fait, c'est qu'il a fait tout ce dont je viens de parler, cette découverte, cette montée en compétences, ce comparatif, etc., pour ensuite se dire ok, ils ont l'air de plutôt bien répondre à ma demande, donc je vais faire une démo avec eux. Donc ça n'est que à la fin que le prospect décide de toquer à ta porte. Ouais, c'est ça. Et en fait, il est beaucoup plus bas dans le funnel, alors qu'à l'inverse, on pense qu'il est beaucoup plus haut. Exactement. Du coup, en fait, souvent, tu ouvres des portes que la personne a même pas pensé. En fait, tu lui poses des questions et en fait, tu le challenges tellement que de temps en temps, il va se remettre tellement en question en disant ah mais en fait c'est peut-être pas la bonne solution, alors que le mec était vraiment prêt à acheter. Donc c'est drôle, en fait tu le fais reculer, dans le funnel. Mais du coup concrètement, si moi j'ai envie de mettre en place de la demand gen genre demain, quelles sont un peu les étapes à mettre en place pour l'activer dans son business? Yes, très bonne question. Je vais essayer d'y répondre dans le petit laps de temps qu'on a. Si on a envie de mettre la demand gen, déjà c'est de se dire qu'on est dans cette dynamique où on a compris ce premier fait. Donc ces deux premiers faits, c'est-à-dire le premier, ce phénomène de découvrabilité dark social. Alors pourquoi dark et pourquoi social? C'est parce que dark, c'est dans ces lieux-là, c'est très difficile pour un marketeur de quantifier l'impact de ses actions marketing. Quand tu fais un podcast, quand tu fais un live, quand tu fais un événement, etc., c'est très difficile de quantifier en fait à quel point ça a participé à la génération du revenu derrière. Donc les gens parlent de dark pour ça, et social parce que c'est en général des lieux où on a cette interaction entre pairs. Donc aujourd'hui, on a un prospect qui est hyper connecté entre pairs, donc qui va aller chercher en priorité l'information auprès de ses pairs, avant toute autre source, avant votre site web, avant vos réseaux sociaux, avant les plateformes qui donnent de l'information de façon objective. Je pense à des instituts ou à des études du style Gartner, Salesforce ou des choses comme ça qui font souvent des études de secteur, etc. Donc avant tout ça, le prospect ira chercher de l'information auprès de ses pairs. Donc déjà, c'est de reconnaître ça, c'est de reconnaître ce phénomène de dark social. Comment on le reconnaît? On le reconnaît en divisant son marketing en deux scopes. Un scope qui sera à vocation à discuter avec les prospects qui sont en recherche active de notre solution. Donc là, on parle de 1% de son marché pour être dans les ordres de grandeur. Ça va dépendre des secteurs. Certains seront moins d'1%, d'autres seront un petit peu plus. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est un pouillème de votre marché qui est aujourd'hui en recherche active. Pour prendre l'exemple encore du CRM, c'est pas tous les matins que je me lève et je me dis je vais acheter un CRM. Donc il y a 1% de votre marché qui là aujourd'hui a envie d'acheter un CRM et qui a compris que c'était une problématique et qui a envie de résoudre ce problème-là. Donc là, on va avoir un marketing qui va plutôt avoir à vocation à
travailler sur les canaux d'intention. Donc les canaux d'intention par excellence sont les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, Bing, etc. Donc là, je vais avoir des actions qui vont avoir comme priorité de convertir ce trafic de personnes en recherche active en meeting qualifié, en prise de rendez-vous. Donc là, ça se rapproche assez fortement de ce qu'on voit autour du on appelle ça du performance marketing. Donc c'est SIA, SEO, CRO avec le site web qui doit être travaillé avec l'optimisation de son taux de conversion, faire en sorte qu'on a tous les éléments, comme je disais, vidéo à la demande, le fait que ce soit pas un formulaire de contact, mais que ce soit plutôt un calendrier en ligne ou alors carrément un one-click call, one-click visio. Plus vous offrez la possibilité à votre prospect d'être réactif, d'avoir une équipe commerciale réactive, bien évidemment, on aura derrière des taux de conversion qui vont s'améliorer. Donc, sur le scope capture, l'objectif, c'est d'être un maximum apparent sur les intentions, les requêtes clés de votre marché. Donc j'ai cité SEO, SIA, mais il y a aussi les plateformes de comparaison et d'avis comme G2 Crowd, Capterra, Trustpilot, tous ces lieux où on a une plateforme qui va regrouper, qui va générer un trafic non négligeable de personnes en recherche active. Ça, c'est souvent des quick wins qu'on peut avoir. Et quand on voit que ça marche bien, on peut même faire du paid sur ces plateformes-là. Il y a le Google My Business qui est aussi hyper important, qui fait partie de ce scope de capture de la demande. Donc tous ces éléments-là sont à travailler pour avoir des fondations solides, ne pas avoir un panier percé, on va dire. Et ensuite, il y a un autre scope qui, lui, a une toute autre vocation et s'adresse à une toute autre audience, qui est l'audience en recherche passive. Et ça, c'est 99% de mon marché. Et c'est là où souvent ça pêche, c'est parce que la plupart des équipes marketing s'occupent uniquement de faire un peu la partie capture, sans la nommer telle quelle, mais fait que de la capture et fait de la capture partout. Nous, ce qu'on dit dans la Dimension, c'est qu'il faut faire de la capture sur les canaux d'intention, sur les canaux où effectivement ils sont en recherche active. C'est les personnes quand les personnes passent en recherche active, elles passent par la passerelle moteur de recherche et notamment Google. Mais avant, on a ce qui s'appelle les canaux de notoriété, et donc on peut dire que les canaux de notoriété, ça s'assimile aux canaux de dark social, donc c'est réseaux sociaux, plateformes de contenu, événements, groupes Slack, Facebook, etc. Tous les lieux d'échange entre pairs qui permettent cette diffusion d'informations, de conseils, de bons tips, etc. Et donc dans ces lieux-là, on va avoir plutôt une dynamique de marketing, de génération de la demande, et on s'adresse à cette population qui est en recherche passive. Là, nos objectifs, ça va pas être de convertir ce trafic, ça va plutôt être de créer de l'intérêt et de la confiance. Ça va vraiment être ça. Et donc là, on aura un contenu qui sera beaucoup plus éducationnel, on sera beaucoup plus sur une volonté de faire consommer son contenu. Donc là, on ouvre les contenus, il n'y a pas du tout une dynamique à vouloir essayer de choper à tout prix un email parce que ça nous sert à rien. Nous, ce qui nous sert, c'est plutôt d'avoir le prospect à consommer, de réussir à lui faire passer ces messages clés et créer cette affinité, créer cette confiance pour que au moment où il passe en recherche active, il pense naturellement à vous comme solution de base. Donc le but, c'est de faire en sorte que au lieu que ce prospect tape CRM, qu'il tape je ne sais pas, je dis une bêtise, Pipedrive. Parce que Pipedrive a fait ce travail d'être présent dans ces canaux dark social et de faire en sorte d'être, comme on dit entre nous, les marketeurs top of mind. Et donc, le fait d'être comme ça, à donner de la valeur et de façon récurrente, ça nous place comme favori de facto dans la tête du prospect. Et donc, quand il aura une problématique de CRM, le premier nom qui pop-up, ce sera Pipedrive. Et là, on a gagné la moitié la moitié de la bataille. En fait, on a gagné déjà la moitié de la bataille avant même qu'elle commence. La plupart des équipes marketing attendent l'intention d'achat pour commencer à se faire la guerre, alors qu'en fait la bataille a déjà commencé il y a déjà des mois et des années avant. Et donc c'est reconnaître ça, c'est reconnaître qu'il y a une étape en amont, malgré que l'intention d'achat ne soit pas là. Il faut pas oublier que c'est 99% de son marché, et il faut pas oublier que c'est là où la diff se fait avant tout
dans son marketing. Donc ça, c'est la première grande étape, c'est de diviser comme ça en deux scopes. Et donc, dans la génération de la demande, on va avoir des actions plutôt de publication organique, plutôt d'organisation d'événements live. On va plutôt avoir l'animation d'un podcast. On va plutôt avoir l'animation d'un événement offline. Donc, ça va être tous les formats, je dirais, courts ou longs, qui apportent de la valeur en fait à vos prospects. C'est apporter de la valeur. Et ce qui est important, au-delà d'avoir une expertise, parce que parfois, voilà, on est dans un secteur où en fait beaucoup d'acteurs ont de l'expertise, on va dire il y a beaucoup de personnes qui sont bons sur le sujet, et donc du coup l'expertise fait pas toujours la différence. Et donc là, c'est aussi important d'avoir ce qu'on appelle une narrative, c'est-à-dire d'avoir une vision clivante sur pourquoi vous faites les choses comme vous faites, et pourquoi du coup vous êtes pertinent, et pourquoi en fait vous croyez dur comme fer sur cette vision-là. La narrative est super importante. Je pense qu'en France, on néglige. Les Américains ont complètement compris. Ils ont intégré cette notion de l'histoire fait vendre, tu vois. Ouais, c'est vraiment très américain, le côté storytelling et tout, Ouais. le côté un peu chaud, et c'est vrai qu'on est un peu moins en France. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, c'est hyper important. Il y a la personal story du fondateur. Il y a aussi, on va dire, la business story de la boîte. Pourquoi, en fait, quelle est votre mission? Quel est votre ennemi? Quel est quel est votre combat? Il faut que vous tourniez cette histoire comme votre prospect étant le héros, qu'il a une problématique, que le monde change, qu'il a une problématique, et que s'il ne fait rien, il sera le perdant de demain. Et ce héros, bien évidemment, veut être le gagnant, veut réussir ses batailles. Et vous êtes là comme l'allié indispensable pour réussir cette transformation et cette réussite. Et il y a beaucoup trop de boîtes B2B qui se sont passées de ce discours-là. Et dans un monde où les boîtes se commoditisent, où on a 15 fois plus de compétiteurs que dans le passé, dans un monde où le marketing coûte plus cher, le CAC marketing a explosé pour tous les secteurs. Donc dans un monde où en fait c'est plus dur de choper un prospect et un client, il faut utiliser tous les leviers à sa disposition, et notamment la narrative. Donc sur la génération de la demande, sur ce scope-là, on va vraiment veiller à faire véhiculer cette narrative, véhiculer notre expertise pour créer cette affinité et faire en sorte d'être top of mind. J'espère que je suis un peu clair. Je sais que j'ai donné pas mal d'informations, mais voilà l'idée déjà principale de comment on commence à aller vers la dimension. Ouais, en vrai, c'est ultra clair et ultra pertinent, et c'est drôle parce que là, tu mets des mots sur des choses que bah, moi, je faisais, mais genre inconsciemment, tu vois, en me disant, bah, c'est cool, tu vas d'apporter de la valeur, de créer du contenu, tu vois, nous, c'est un peu notre philosophie. Et en fait, t'as ce côté, en fait, tu touches le 99% du marché, t'évangélises, tu éduques, tu partages, tu vois, t'apportes de la valeur pour que, effectivement, tu sois top of mind. Et ça, je trouve ça ultra pertinent, et qu'on tape ton nom lors de la recherche, quoi. La recherche brandée est hyper importante. La recherche brandée, c'est la recherche qui comporte votre nom de boîte. Elle est super importante, et j'adore quand tu dis tu mets des mots sur un ressenti, parce que c'est exactement ce qui s'est passé aussi de mon côté quand moi j'ai découvert aussi la Dimension. C'est parce que je faisais des choses comme les livres blancs, comme les newsletters, etc. Et comme j'avais pas cette structure de deux scopes, et de me dire c'est deux objectifs différents, donc deux KPI et deux temporalités différentes, en fait je me disais, mais quand je faisais du livre blanc, je voyais que derrière j'avais pas forcément un flux de leads qui arrivait. Je me disais, mais ça marche pas ce truc. Ou pareil pour la newsletter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'imagine que sur certaines actions qui sont en fait en réalité des actions qui sont plutôt à visée éducationnelle, on les traite en termes de KPI comme de la génération de prospects, de business, de meetings, etc. Alors qu'en fait, c'est deux scopes complètement différents. Donc, un, ça va vous éviter de la frustration de penser comme ça, et deux, ça va vous éviter des bêtises, c'est-à-dire que ça va vous éviter, par exemple, de faire des actions de capture, comme par exemple de pousser de la publicité à 100% sur des canaux d'intention. Je dis, par exemple, vous allez pousser sur Instagram ou Facebook et LinkedIn, vous allez pousser de la publicité qui est que de l'auto-promo. Et ça, bien évidemment, c'est une erreur, parce que comme on a dit, quand les gens sont sur LinkedIn ou sur un autre réseau, ils sont pas du tout dans une dynamique d'achat. Et donc, du coup,
ça peut, quand vous êtes en train de pousser de la publicité auto-promo uniquement, ça peut pas marcher parce que vous êtes en friction avec la façon dont le prospect est naturellement dans cette plateforme. Le contexte n'est pas bon par rapport à votre action. Donc du coup là, on va plutôt se dire OK, je peux faire un peu d'auto-promo, mais je dois avoir normalement une couche qui est de 70 à 80% qui est du contenu éducationnel que je peux pousser en organique et en paid, et je vais avoir 20 à 30% qui va être de l'auto-promo. Comme ça, en fait, avec cette couche de 70 à 80%, je suis dans le contexte, je suis dans sa manière naturelle de consommer l'information et dans ce qu'il veut. Et comme ça, au moment où il verra ma couche qui sera un petit peu plus produit, un peu plus auto-promo, sera déjà beaucoup plus naturel. Je vais l'amener beaucoup plus par la main plutôt que d'essayer de la faire de façon brutale, à essayer de faire des book démos de façon brute sur ces plateformes-là. Et après, on se demande pourquoi ces prospects-là en fait ne convertissent pas et pourquoi on a un CTR qui est ridiculement bas. Parce que en fait, on n'a pas cette dichotomie qui a été faite dans la tête des gens. Donc, juste cette structure en 2 scopes comme ça, moi, ça m'a simplifié la vie énormément et j'espère que ça simplifiera la vôtre. Trop cool. Est-ce que concrètement, tu as des exemples justement d'actions que tu as mis en place, pas toutes, mais genre 2-3 actions que tu peux avoir en tête où tu t'es dit là ça a vraiment marché, tu vois, ou genre j'ai trouvé ça vraiment game changer, où il y a un effet significatif, même si tu peux pas le mesurer, tu vois, t'es un peu en mode effectivement genre dark, t'arrives pas trop à le traquer, mais tu sais que ça a eu du résultat indirect. Bah carrément. Je peux prendre juste mon exemple. J'ai des exemples avec des clients, mais je peux prendre juste mon exemple avec le bootcamp. Aujourd'hui, le secteur du marketing est quand même assez concurrentiel. Il y a beaucoup de marketeurs, que ce soit en freelance ou en agence, et d'autant plus quand on lance une formation, je veux dire, il y a beaucoup de marketeurs qui se sont mis à lancer un bootcamp sur leur domaine d'expertise, et tant mieux. Mais du coup, c'est difficile comme ça de scratch de lancer sa première formation. Et moi, j'ai commencé à publier sur LinkedIn de façon vocale sur la Dimension. C'était en mars, je crois, à mars-avril. Et j'ai commencé à parler de mon bootcamp autour de juin-juillet. Donc, c'était même pas 3-4 mois après. Donc, c'est très court, en fait, tu vois, comme entre le démarrage des publications organiques et le moment où j'ai commencé à parler de mon bootcamp. En général, tous les marketeurs ou toutes les agences qui se lancent dans ça, elles ont au moins 2 ans, 3 ans de bouteille. Elles ont fait un travail préliminaire d'être présents dans ces fameux canaux de dark social de façon assez pérenne. Et donc du coup dans mon cas, j'ai publié sur LinkedIn, j'ai animé une émission, j'ai lancé un podcast. Donc j'ai fait tout ça dans ce laps de temps de 3 à 4 mois, et ça a porté ses fruits, puisque derrière, en fait, ça m'a créé une audience, ça a créé de l'autorité, ça m'a amené à discuter avec des personnes qui sont devenues derrière du coup des apprenants dans le bootcamp. Donc finalement, c'est vraiment un cas d'école, j'ai envie de dire. C'est montré par l'exemple que ça a marché, puisque aujourd'hui, j'ai un bootcamp qui est en cours. Là, on est à la moitié de la formation avec 10 apprenants, et j'ai fait ça sans gros budget et sans avoir eu une audience de 100 000 personnes sur LinkedIn ou sur Instagram ou whatever. Donc, comme quoi, en fait, c'est quand on a compris la dynamique de comment les gens achètent, ça devient beaucoup plus simple. Et donc le bootcamp est vraiment un bon exemple. Et ce que j'ai fait exactement, donc c'est publication organique, podcast, événements, le fait d'apparaître aussi dans d'autres médias, dans d'autres podcasts, d'autres lives, etc. Donc j'avais le mien. Donc c'est très important d'avoir son média propriétaire, de créer cette couche-là. Mais c'est aussi super cool et super intéressant d'aller chez les autres, puisque vous bénéficiez aussi de leur audience, donc qui peut derrière distiller dans la vôtre. Et il y a aussi un play d'influence que j'ai fait, c'est-à-dire que soit c'était un arrangement à l'amiable, soit c'était un arrangement financier, où en fait je poussais des personnes qui étaient influentes, notamment sur LinkedIn, à discuter du marketing, et notamment à la fin de mon bootcamp. Donc on peut voir ça comme un marketing d'influence qui s'installe aussi comme
comme du marketing dans du dark social, puisque c'était des publications en fait sponsorisées sur LinkedIn. Donc je trouvais un arrangement avec les personnes pour qu'elles puissent discuter de cette formation et derrière intéresser des personnes qui souhaitaient rafraîchir leur connaissance sur le sujet. Donc j'ai fait ça. J'ai fait aussi de la pub, des publications sponsorisées plus traditionnelles, c'est-à-dire que là, c'était pas des personnes qui publiaient, mais c'était vraiment depuis la régie publicitaire, depuis la page entreprise de mon compte. Et là, je poussais du contenu ouvert. Donc voilà, j'ai fait plein d'actions marketing comme ça. Ça a duré en tout 6 mois, puisque entre mars et jusqu'à septembre, la formation a commencé septembre-octobre. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois et on va dire j'ai eu un budget de 3 000 euros, on va dire 4 000 euros peut-être sur ça. Donc je pense que c'est à la portée de toute entreprise ou tout freelance indépendant qui veut lancer sa formation. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace une fois qu'on a compris les deux dynamiques qui s'installent. Donc ouais, je sais pas si je suis assez clair, Alexis, s'il y a besoin de plus. Non, c'est top, c'est exactement ça. Et puis moi, je trouve ça beaucoup plus sain. Tu vois, tu crées vraiment des relations. T'as ce côté quand même apport de valeur qui est assez fou. Nous, on le voit pas mal. Nous, un petit conseil que je peux donner, c'est créer des communautés, pas forcément des grandes communautés, mais au moins des mini-communautés, des personnes qui sont fans de vous, ou fans du mouvement, ou du concept. Vous les mettez ensemble, et puis soit vous leur apportez de la valeur, soit ils échangent entre eux. Et ça, c'est trop bien aussi. Donc, on a un côté très qualitatif de mettre en place ce genre d'action. Trop cool. Fatih, franchement, tu nous as apporté énormément de conseils. C'est vraiment trop bien, et même tu ouvres un peu le mindset grosse, tu vois, ou market qui est très tourné automatisation, drivé par la performance, qui va essayer d'aller le plus vite possible pour avoir des gros résultats. Là, on est quand même sur une dimension qui est beaucoup plus, on fait un step back, on réfléchit mieux, on prend le temps de créer du contenu pertinent, on prend le temps, s'il faut, d'envoyer des messages à la main, et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on crée les relations aussi. Et du coup, moi, je trouve que ça donne un autre prisme qu'il faut absolument prendre aujourd'hui, et c'est un nouveau tournant qu'il faut absolument capter, quoi. Trop cool. Merci à toi, Fatih. Avant de finaliser, j'ai une dernière question pour toi que j'ai l'habitude de poser. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent ? Ouais, j'ai un dernier conseil, c'est la notion de source de prospect. C'est-à-dire, en fonction de comment vous allez capter ce prospect, la durée du cycle de vente, le taux de conversion, le panier moyen, etc., va varier drastiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quand vous allez chercher un prospect de façon outbound, donc de façon prospection sortante, ou de façon lead gen, ou de façon de par un partenaire, ou de par votre site web, vous allez avoir des dynamiques de prospects différents. En fait, la source du prospect conditionne est un bon proxy en fait de l'intention d'achat, à quel point le prospect est mature, à quel point il est qualifié. Ce qu'on se rend compte avec la Dimension, c'est que les prospects qui sont les plus qualifiés, et quand on le dit, ça fait sens, c'est les prospects qui en fait ont fait une demande depuis le site web, c'est-à-dire qu'ils sont allés comme des grands faire une recherche sur internet et faire la demande sur le site web et à lever la main en disant je veux parler à une équipe commerciale. Ça, c'est les prospects les plus pépites, et on se rend compte qu'ils ont des taux de conversion, des cycles de vente, etc., tous les KPI de performance commerciale bien meilleur, mais ce n'est vraiment pas en petit pouillème de pourcentage, c'est vraiment, il y a une très grosse différence. Et une très grosse différence au point de penser que toutes les autres sources de capture, qui sont événements, partenaires, lead gen, etc. Donc lead gen, c'est le fait de capter ce prospect via un contenu fermé et de choper son contact et d'essayer derrière de le convaincre de venir en meeting. On se rend compte que derrière, tout le reste, c'est du brassage de vent. Les taux de conversion sont complètement ridicules à côté. Et donc, je veux vraiment que ton audience parte avec cette idée-là, que tous les prospects ne se valent pas, et que de la façon dont le prospect est rentré en contact avec vous joue énormément. Et donc, il faut
faire cette analyse-là dans son CRM, c'est possible d'afficher par ces différentes sources et de regarder ces différents KPI commerciaux et de voir cette tendance-là et de confirmer que effectivement les prospects les plus qualifiés pour votre business, c'est les prospects qui ont levé la main et qui ont fait une demande comme des grands dans votre site web. Et donc tout le jeu de la demand gen, c'est part de ce constat-là et souhaite optimiser le flux de personnes, le flux de prospects qui fait cette intention déclarée. Parce qu'on sait que derrière, c'est là où on a les meilleurs taux de conversion, les meilleures performances commerciales. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, de faire cette analyse. Donc là, je reboucle juste avec ton point sur la data. Il y a effectivement un peu plus de d'aisance à travailler dans le dark social avec la demand gen, parce qu'on sait que malgré tout, on n'a pas d'attribution, que c'est difficile à traquer, mais comme on fait confiance au phénomène et qu'on en voit les résultats derrière, on se dit ok, on est peut-être un peu plus light sur la data, mais on va quand même le faire. Par contre, dans le CRM, il y a une vraie dynamique data qui peut exister où on peut faire une analyse et voir concrètement quels sont les leads les plus qualifiés, les plus matures, les plus intéressants. Donc si vous avez besoin avec de la lead gen d'avoir 1000 leads pour closer un deal, alors que les leads qui viennent du site web vous en avez besoin que de 30, vous vous rendez bien compte qu'il y a un gros brassage de vent qui est fait par les prospects, par les commerciaux, à prendre du temps à s'occuper des prospects qui viennent de la lead gen. Et donc il y a un vrai CAC caché, il y a un vrai coût caché derrière ça, un vrai brassage de vent. Et donc du coup c'est ce dernier point que j'ai envie de pointer. Je pense que ça peut allumer quelques lumières chez vous, parce que c'est clairement il y a eu un, je sais pas comment ça se fait, il y a eu un espèce de mindset où on a l'impression que tous les leads se valent et que c'est le volume qui compte et que du coup n'importe quel lead c'est un bon lead, alors qu'en fait c'est pas du tout vrai, tu vois. Ouais, totalement. Et t'as l'intention d'achat, t'as effectivement du scoring que tu peux mettre en place. Il y a plein de choses et franchement, penchez-vous sur votre CRM. Tu as bien raison. Exactement. Pour remettre un peu les mains dedans et refaire le tri, quoi. Exactement. Génial. Merci Fatih pour cet épisode. C'était trop cool. Merci à toi. Je mets les liens aussi de ton bootcamp, de ce que tu fais, du contenu que tu proposes aussi dans l'épisode. Et puis je te dis à très vite. À très vite. Merci Alexis. Salut. Au revoir. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.